Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Boxon. Pour ne pas vous laisser seul pendant cet été qui est un été très chaud, caniculaire même, je suis un peu suintante, dégoulinante et volets fermés surtout, mais c'est pas grave parce que ce qui compte c'est surtout le propos de ce que je vais vous raconter et des choses dont je vais vous parler aujourd'hui. On peut peut-être commencer par le cinéma parce que finalement c'est pas mal le cinéma pour aller comment on appelle ça, se rafraîchir en salle avec la climatisation. En fait j'adore aller en salle de cinéma en plein milieu de la journée. Et en été comme ça, quand il n'y a personne, je trouve que c'est un moment un peu particulier et étrange pour découvrir un film. Surtout quand on doit revenir à la vraie vie, à la lumière et à la chaleur, c'est un peu bizarre. Mais c'est quand même trop bien, justement pour prendre l'air. Enfin, vraiment juste se rafraîchir, quoi. Et là, moi, j'ai vraiment très 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 chaud. Je suis allée découvrir Le Comte de Monte Cristo, qui est adapté du livre d'Alexandre Dumas, que je n'ai jamais lu. J'aurais peut-être dû, peut-être que je le ferai un jour dans ma vie. Toujours est-il que j'y suis allée parce que c'est un blockbuster français, qu'il y a assez peu finalement de productions comme ça, avec un casting qui me plaisait. J'avoue, j'aime bien Pierre Ninet, moi, même si je comprends qu'il puisse agacer les gens. Et parce qu'on m'en a dit beaucoup de bien, et j'avais un peu envie de ça, d'une espèce d'escapade, aventure, un grand film comme ça. C'est un film qui dure 3 heures quand même, et j'ai adoré. Vraiment, j'ai pris énormément de plaisir à découvrir ce film-là. J'ai aimé la grandiloquence des événements, j'ai aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Je trouvais qu'il y avait un vrai gros travail de création de personnages qui m'a beaucoup plu, surtout pour les jeunes comédiens. Je crois que c'est Julien de Saint-Jean et un des frères Schneider. C'est pas Nils, c'est peut-être Vassili Schneider, ça doit être ça. Donc j'ai trouvé le jeu des comédiens très bon, j'ai trouvé Anaïs Desmoustiers un petit peu moins bonne que les autres, mais mine de rien, c'est quand même un très beau film, notamment sur le travail des comédiens, du temps qui passe, sur la question de l'amour, du dévouement, du bien et du mal. C'est un film d'aventure français, mais qui est une très belle production française, je trouve. J'ai beaucoup aimé aussi la bande originale que j'ai un peu saignée. Et figurez-vous que dans le conte de Monte Cristo, il y a un personnage qui s'appelle Mercedes. J'ai quand même très envie d'appeler ma fille Mercedes, et tout le monde trouve que c'est un prénom pourri et pense à la voiture. Moi, pas du tout. J'adore le prénom Mercedes. J'étais très contente qu'on valide ce prénom et qu'il existe pour Alexandre Dumas aussi. Bref, je trouve que c'est un super divertissement auquel je ne m'attendais pas forcément. D'habitude, je vais un peu à reculons voir ce genre de production. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment même envie de le revoir, quoi. Je suis vraiment partie dans un monde très différent et j'adore quand ça me fait ça parce que c'est pas le genre de choses vers lequel je vais d'habitude. J'ai vu un autre film au cinéma qui est pas du tout du même acabit. C'est le deuxième long métrage de Caroline Poggi et Jonathan Vinel, qui sont un couple de réalisatrices qui travaillent ensemble depuis des années maintenant. J'avais vu beaucoup de leurs courts-métrages et j'ai pas vu leur premier long métrage qui s'appelait Jessica Forever. Ce film-là, il s'appelle donc Hit the Night. Il est passé à la quinzaine des cinéastes cette année. Je ne m'attendais à rien parce que j'avais vu seulement le visuel de l'affiche qui, je trouve, n'est pas du tout à l'image de l'intensité et la grandeur du film en fait. C'est l'histoire d'un frère et une sœur qui jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais lui, à côté de sa vie dans les jeux vidéo, il fait du deal de drogue et il rencontre quelqu'un qui va l'aider dans ce deal de drogue. Mais comme tout deal de drogue au Havre, ça se passe pas toujours très bien. Seulement, là où c'est extrêmement pertinent et intelligent, c'est que c'est plus du tout un film social français dont on a vachement l'habitude, mais ça interprète et utilise des codes d'une vraie nouvelle génération de réalisatrices et des codes que eux-mêmes avaient déjà employés dans leurs courts-métrages. Notamment, ils utilisent beaucoup de codes du jeu vidéo, puisqu'il y a des séquences entières de jeux vidéo qui sont des séquences d'animation 3D mappées. En fait, je connais pas les termes pour vous décrire tout ça, mais c'est vraiment du jeu vidéo, quoi. Même si c'est eux qui réalisent tout ça, évidemment, on entre dans une séquence du jeu vidéo, et il y a aussi plein d'éléments graphiques qui rappellent ça, que ce soit des titres qui arrivent et qui chapitrent un peu le film. Et alors que ça pourrait être quelque chose de très anecdotique ou un peu fashion, dont moi j'avais peur d'ailleurs, je trouve que c'est extrêmement bien exploité et extrêmement intéressant sur une nouvelle manière de faire du récit, du cinéma, qui s'ancre vraiment dans la modernité de notre monde et tout ça, et qui adopte des codes très concrets, très contemporains, et qui les utilise pour la force du récit. Au-delà du fait que je trouve que le film est extrêmement bien écrit dans ses enjeux, dans ses personnages, dans son évolution, sa temporalité, ses temps, enfin vraiment je trouve que c'est un super bel objet. Je trouve que les différents degrés de lecture sont extrêmement intéressants. C'est un film
pas introspectif, c'est pas comme ça que je le définirais, mais plutôt un film qui vous oblige à vous poser la question du cinéma. Enfin, quelles sont les idées de cinéma et de mise en scène là-dedans? Et je trouve qu'il y en a énormément, que c'est très ingénieux, très inventif, et encore une fois très pertinent. Enfin, ça m'a vraiment énormément plu. J'ai trouvé que c'était ce genre de travail de jeune réalisatrice que j'avais envie de voir au cinéma parce qu'il y avait vraiment une nouvelle proposition, quelque chose de neuf, mais qui est pas gratuit du tout. Et ça, c'est hyper important quand même, au vu de la quantité de films auxquels on assiste et à la jeune création. Et c'est normal et c'est tant mieux parce qu'on a des nouveaux outils pour faire des films et qu'on a tous envie de raconter, enfin beaucoup envie de raconter des histoires. C'est pas toujours très pertinent. Et là, pour moi, ça l'a été. Et je trouve même que c'est arrivé presque à l'apogée, alors je sais pas ce qu'ils feront ensuite, mais l'apogée du cinéma et de toutes les idées qu'ils développaient dans leurs courts-métrages. Et ça, je trouve ça méga intéressant aussi de suivre les carrières de jeunes réalisatrices et de voir ce qu'ils proposent, comment ils travaillent la matière dans du court pour aboutir à quelque chose d'aussi bien sur du long. Voilà. Et j'avais vraiment peur, encore une fois, de tomber dans un truc beaucoup trop fashion, beaucoup trop performatif. Et en fait, ça l'était pas du tout. Donc, énorme surprise. Vraiment, c'était une super expérience de cinéma. Donc pour ça, je vous recommande grandement d'aller voir Hit the Night parce que vraiment c'est un gros coup de cœur et je pensais pas que ça me ferait cet effet-là du tout. Et j'espère que c'est un film que je garderai longtemps. En tout cas, je sais que j'y ai beaucoup réfléchi déjà en le regardant. Ensuite, ça m'a un peu cloué le bec en sortant. Et j'ai un peu la sensation qu'il va rester et dans ses idées et, euh, et oui, dans cette volonté un peu de repenser la mise en scène et de penser pourquoi on fait du cinéma, comment on le fait. Forcément, c'est des questions que je me pose parce que j'aimerais en faire. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je me pose vraiment la question de l'importance et la pertinence des images parce qu'on en crée et on en consomme beaucoup. Donc je me pose vraiment ces questions-là en ce moment de la pertinence de réaliser, de faire des images et de les partager qui plus est. J'ai vraiment la sensation qu'il faut que ça ait une force, une répercussion, que ça engendre quelque chose de positif pour le spectateur dans la réflexion, dans la transmission de valeurs, de pensées philosophiques et politiques. Voilà, bon, bref. Donc voilà, ce film m'a vraiment plu et je vous le recommande grandement. Cet été, j'ai eu la chance d'aller au festival de la Douve Blanche. C'est un festival qui se passe à Aigreville, à 1 heure de Paris. C'était sa 10e édition et moi j'y suis allée beaucoup de fois. Enfin, c'était, je pense, la 5e fois que j'y allais. J'y ai même été en bénévole il y a 2 ans, j'avais pas du tout aimé l'expérience, mais là j'y suis retournée en festivalière. Au-delà du fait que j'ai adoré l'événement, que c'est un festival que je trouve à taille humaine, hyper accessible et sympa parce que ça propose du live, mais pas que, des sets aussi, et le son se développe entre 14h et 6h du mat, et il y a des activités autour, et il y a la vie de camping, bref, enfin un festival quoi. Là j'ai découvert des artistes, j'ai découvert Lazuli que je connaissais un petit peu, mais je l'ai découverte en live et c'était un show incroyable. Vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement puissant. Et en fait, j'adore les lives. Je fais très peu de concerts. Moi, je suis pas vraiment une fille de musique de base. Et l'avantage des festivals, c'est que ça permet de voir plein de concerts d'un coup. Et donc là, la perf de Lazuli, elle était trop bien. J'ai découvert une artiste qui s'appelle Aaron, qui est une jeune femme qui, je pense, vient de Bretagne, un truc comme ça, et qui fait des sons, je saurais pas les qualifier. En fait, j'ai zéro vocabulaire en musique, donc juste, je vous laisse le nom en barre d'infos pour que vous alliez écouter. Et puis, il y a un autre concert qui était ouf, c'était le concert de Bagarre. Bagarre étant donc un groupe de 5 personnes qui font un peu de la techno, non identifiées, avec des paroles françaises un peu bêtes, mais qui en fait le sont pas du tout. Enfin, j'ai trouvé encore une fois que dans le show, dans les paroles, dans la construction du spectacle, c'était hyper politique, engagé, où il y avait une espèce de communion, de cohésion entre les uns et les autres, où les paroles faisaient vachement sens au vu du contexte politique dans lequel on était. On était vraiment à la veille du 2e tour, avant que le NFP gagne. Moi, c'est ce genre de moment qui me fait un peu vriller parce que j'ai la sensation de réaliser un peu l'envergure de l'humain, et je sais pas, je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on peut vraiment faire force ensemble. Et je trouve que de le vivre à travers la fête, il n'y a rien de plus beau. Et quand les paroles, elles te percutent, et que tu partages ça avec des gens que t'aimes et des inconnus, et que... Oui, que, encore une fois, t'as l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communion qui se fait. Ça me touche beaucoup, vraiment, ça m'atteint, quoi. Et le concert de Bagarre m'a fait vraiment cet effet. Je trouve que c'est plus difficile à écouter avec des écouteurs. Donc voilà, c'était vraiment l'expérience du concert, mais quand même, j'ai beaucoup aimé découvrir ce groupe et beaucoup aimé les découvrir...
sur scène. Sur Instagram, je voulais vous partager le travail de Laura Giraud, est-ce que ça se prononce comme ça, j'espère, qui a le compte Instagram Nuit et Jour, qui est une artiste plasticienne, graphiste, peintre, je ne saurais pas comment la qualifier. En tout cas, c'est une artiste qui fait plein de choses de ses mains, avec du papier notamment, mais pas que. Et elle fait des choses très très belles. Je la trouve extrêmement inspirante dans sa manière de créer du contenu. Je trouve qu'il y a quelque chose de très poétique. Il y a aussi beaucoup de transmission. Elle donne notamment des ateliers, je pense, avec des marques et des choses comme ça. Mais je trouve qu'il y a un côté très doux, très bienveillant de partage de son travail. C'est typiquement le genre de personne avec qui j'aimerais collaborer, je sais pas, sur le graphisme d'une affiche d'un événement, ou je sais pas, penser quelque chose, des illustrations de texte, ou je sais pas, mais j'adore tout ce qu'elle fait. Je trouve ça vraiment extrêmement beau, extrêmement fin, varié, joli comme tout, donc je vous conseille vivement d'aller suivre son travail. Dans le dernier boxon, je vous disais que j'avais arrêté Instagram pour un mois, et ça a été le cas, j'ai vraiment arrêté pendant un mois, ça a été vraiment trop génial. Et là, je recommence lentement mais sûrement à le réutiliser, et je trouve que c'est vraiment un outil poison, et c'est quelque chose... cette réflexion sur laquelle je reviens sur Patreon, notamment avec des textes et des podcasts pour raconter un peu ma manière d'envisager tout ça. C'est du contenu que vous pouvez voir gratuitement, je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Ça a été vraiment très intéressant comme expérience de quitter l'outil parce que, encore une fois, je le disais déjà, c'est mon outil de travail, mais c'est quand même une ambivalence folle de partager autant d'images, de contenu aux autres, de mettre en scène sa vie, et tout ça, c'est quelque chose qui me fait de plus en plus peur, que je remets beaucoup en question. Et je suis contente d'avoir fait cette pause parce que c'était pour la première fois vraiment capter mon addiction d'une manière et la remettre en cause. Et arrêter Instagram, ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de place pour autre chose. J'ai écrit tous les jours. J'ai lu beaucoup plus. J'ai vraiment lu là 8 bouquins en un mois alors que j'avais pas lu depuis le début de l'année. J'ai posé mon cerveau à rien faire et à profiter du sens concret et réel des vacances. Et c'est incroyable. C'est l'absolu opposé de ce que nous propose notre société, mais c'est quand même la chose, je ne dis pas que c'est simple, mais la plus accessible et la plus douce à s'offrir. C'est-à-dire du temps d'ennui, de méditation, de repos au soleil. Et il y a notamment Delphine Saltel, qui est une productrice qui fait de la radio pour Arte Radio. Dans son podcast Vivons heureux avant la fin du monde, elle a fait un dernier épisode, il y a de ça 3 jours, qui s'appelle Vivons heureux avant la fin de l'été. Et j'ai adoré cet épisode, vraiment je vous le recommande grandement. Si vous êtes en vacances, si vous allez être en vacances, ou si vous avez besoin de vacances, écoutez cet épisode. C'est absolument tout ce en quoi je crois depuis un mois, que j'ai pris un break et que j'ai réussi à couper et à changer des habitudes de vie. Vraiment, c'est un excellent épisode. De manière générale, toute la série est excellente et j'ai vraiment très envie de réécouter tous les épisodes cet été. Mais celui-ci particulièrement, il est en plus assez court et vraiment, c'est une petite pépite. Je l'ai trop aimé. Et dans le même genre aussi, ou en tout cas lié aux vacances, au repos et au soleil, car j'ai beaucoup pris le soleil, je suis allée voir l'exposition sur le naturisme au Mucem, qui est une exposition qui est là depuis juillet, mais qui sera là jusqu'à décembre, je crois, qui raconte le mouvement donc du naturisme, parce que le Mucem c'est un musée qui est basé sur la sociologie, l'histoire des peuples, la démographie, des choses comme ça, de culture méditerranéenne en gros, et donc là ça retrace l'histoire du naturisme, le naturisme n'étant pas le nudisme, mais un mouvement qui prône le retour à la terre, à la nature, avec des idées de... bien sûr se balader un peu à poil et pas avoir de... J'ai pas les mots aujourd'hui, il fait quand même 40 degrés donc j'ai un peu le cerveau cramé, mais ne pas avoir d'artifice de vêtements, un bien-être du corps, donc ça passe par une bonne alimentation, du sport, en tout cas une belle hygiène de vie. Bref, ce qu'on pourrait finalement appeler le développement personnel aujourd'hui, sans tout l'aspect méga capitaliste des mouvements d'astrologie, d'ésotérisme, mais dans un truc très concret de revenir à soi et à son rapport à la nature. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une petite expo qui se fait en 1h30, mais pareil, c'est une expo qui m'a permis déjà de poser les choses et d'être dans un espace où j'avais pas de divertissement autre que ce que je voyais. Vraiment, encore une fois, les temps de concentration m'échappent tellement que je suis trop heureuse de retrouver ça, quoi. Vraiment de me sentir là au moment, à l'endroit. Et surtout, ça m'a ouvert aussi plein de pistes de réflexion, même pour moi-même, dans ma perception de
moi dans l'espace, moi dans ma vie, etc. Moi je lis très peu de sociologie, de philosophie, c'est d'essais même politiques, c'est vraiment pas des choses que je lis au quotidien. Et ça m'a fait comme une espèce de petite introduction, ça m'a donné envie d'aller aussi vers ce genre de lecture et de me rendre compte que je pouvais m'éduquer dans mon rapport au monde, pas seulement avec des podcasts ou des stories Instagram, mais aussi avec de la lecture. Et je tends un peu vers ça. En fait, je me suis rendu compte aussi que cet été, j'avais lu beaucoup de livres qu'on m'avait prêtés, ou tous les livres qui restaient dans ma bibliothèque et que j'avais jamais lus. Et plutôt que de racheter des nouveaux livres, je me suis juste dit, je vais prendre ce qu'il y a là et je vais les lire. Et c'est un super exercice parce que je suis confrontée vraiment à des choses que j'aurais pas lues de moi-même, ou des livres qu'on m'a conseillés, mais pareil, que j'aurais jamais lus si on me les avait pas prêtés. Et je sors un peu peut-être de ma case ou de mes idées très préconstruites, mes valeurs et tout ça. J'arrête de frotter dans quelque chose que je connais déjà, mais j'essaye de m'ouvrir à des trucs qui sont vachement différents. Je crois que ça participe aussi à comment on construit son esprit critique. Et comme j'ai de la difficulté en ce moment à me dire qu'avec les réseaux sociaux, on a beaucoup de mal à pas aller dans des extrêmes dans nos esprits critiques, ou à trop vouloir dire ce qu'on pense alors qu'au final on sait même pas ce qu'on pense vraiment dans le fond, ça m'aide à ça, je crois. Encore une fois, à construire ma pensée et à me dire ce livre, je l'aime pas parce que tout le monde l'aime, mais je l'aime parce qu'il m'a touchée à un endroit quelque part. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous raconter. C'en est tout pour cet épisode du Boxong. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder certaines choses et tout ça. Si vous avez des recos, vous aussi, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, c'est toujours un très grand plaisir. Merci pour tous vos retours sur le premier épisode, franchement ça m'a fait chaud au cœur, je suis trop heureuse. Je fais ça avec grand plaisir, ça me rapporte beaucoup de joie et ça fait sens. Je suis contente de retrouver un peu de sens à tout ça. On se retrouvera bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode. D'ici là, passez un bel été, reposez-vous bien, essayez d'être au bon endroit avec vous-même, de prendre soin de vous surtout. Et puis, je vous dis à la prochaine et je vous embrasse. Salut! Ah, et aussi, vous pouvez me suivre sur Patreon si vous voulez. C'est tout en barre d'infos. Bisous!